remercie hein, pour votre dialogue et puis avoir vraiment abordé plein de questions. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être profiter du privilège qu'on a d'avoir co-organisé pour poser une ou deux questions, ou pas, je sais pas. Enfin, moi j'en ai une, je sais pas, toi aussi peut-être. Et donc on a récolté des questions qui ont été écrites, mais évidemment on en prendra aussi de manière orale, et y compris si vous l'avez écrite et que vous vous sentez que vous avez envie de la dire, on va passer avec les micros. Moi, ma question, c'était pour revenir à ces questions de modélisation, puisqu'on voit qu'il y a des décisions politiques à prendre et urgentes. Il faut les fonder sur quelque chose, donc on recherche des indicateurs, on fait des projections, mais on mesure en fait toute la complexité de travailler sur des scénarios où il faut prendre en compte plein de paramètres, en fait. Parce que le cycle de l'eau, c'est pas juste de l'eau qui pleut, et ça dépend déjà quand est-ce qu'il pleut, comment l'eau est retenue, etc. J'avais échangé un peu avant, enfin je vous avais dit que je m'interrogeais sur la prise en compte des castors et de l'action d'un certain nombre d'animaux dans les écosystèmes qui vont aussi influer sur le cycle de l'eau, etc. Et donc ça vous oblige à dialoguer avec des climatologues, avec des écologues probablement. Donc en fait ça nécessite pour constituer ces savoirs vraiment tout un partage des connaissances. Et moi, je voulais peut-être simplement revenir sur le fait qu'on a beaucoup parlé de l'eau qui était visible, mais il y a aussi l'eau invisible. Et donc, peut-être vous pouvez nous rappeler un peu la distinction eau bleue, eau verte qui avait été faite justement pour penser cette question de la sécheresse des sols aussi, qui est probablement quelque chose qui est... Je ne sais pas, est-ce que c'est plus difficile de mesurer? Enfin, voilà, peut-être nous expliquer un petit peu ça. Merci. Je vais parler de la mesure et après tu parleras de vert ou bleu. Alors, les débits qui coulent dans les rivières, c'est finalement assez facile à mesurer parce qu'on mesure la hauteur d'eau et puis de temps en temps on fait des mesures de vitesse pour faire une correspondance entre les vitesses et puis la hauteur de l'eau. Donc ça on sait assez facilement mesurer, assez facilement. Par contre l'humidité du sol, donc et ce qu'on appelle derrière des sécheresses agricoles, donc les sécheresses édaphiques, donc les déficits en eau du sol. Ça, c'est beaucoup plus complexe à mesurer parce que il faut mesurer de la teneur en eau dans le sol, et cette teneur en eau dans le sol, en fait, elle dépend vraiment beaucoup du sol. Et le sol de ici à ici, c'est pas le même. Donc, c'est vraiment très difficile pour avoir une vue un peu représentative spatialement de qu'est-ce qui se passe. Donc, on a quelques mesures un peu ponctuelles à différents endroits, mais qui sont pas forcément représentatives de la région dans laquelle ils sont. Alors que le débit de la rivière le débit de la Garonne à Toulouse, on sait que c'est représentatif en cumulé de tout ce qui se passe à l'amont, depuis les Pyrénées jusqu'à Toulouse. Donc voilà, ça c'est une première chose, et donc pour vert ou bleu, je laisse la parole à Sarah. Alors, l'eau verte, c'est Malin Falkenmark, à nouveau. En fait, j'aime bien le dire parce que c'est... Pardon, voilà. Le prochain coup, je ne serai plus. Donc, Malin Falkenmark, j'aimerais parler d'elle parce que je pense que dans les années 70, dans ces communautés d'hydrologues, il n'y avait qu'une femme, en fait, donc c'était elle. Donc, c'est elle qui a fait cet indice de stress hydrique dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui après a été repris, très controversé, etc. Mais peut-être qu'il lui a peut-être aussi échappé, mais ça, c'est une autre question. Et puis voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'eau verte, on la doit aussi à elle. Et en fait, c'est dès les années 80, elle commence à écrire là-dessus. Et c'est quoi l'eau verte? En fait, c'est l'idée de dire, c'est quoi la couleur des eaux? Parce qu'après, il y a l'eau grise. C'est de dire, au fond, quand l'eau de pluie, elle tombe sur les territoires, soit elle est infiltrée, soit elle est évapotranspirée pour produire de la biomasse, qu'elle soit cultivée ou pas, des forêts, mais aussi des cultures, etc. Et soit elle ruisselle, et in fine, plus ou moins directement, elle va se retrouver dans le cours d'eau ou dans des nappes, parfois dans les deux parce que les nappes, elles sont liées. On voit bien en fait quand même la complexité quand même à se représenter ça, que ce soit l'eau bleue ou l'eau verte, même si effectivement, comme le dit bien Jean-Philippe, la mesure du débit, ça c'est des choses qui sont assez normalisées. Et donc du coup, ce qu'on voit, c'est que dans cette histoire, en fait, ce qu'on a surtout cherché à quantifier, c'est l'eau bleue, c'est-à-dire l'eau, ressource, en fait, l'eau qui est disponible en débit et transformée en volume, si on enlève le temps, on multiplie, ou dans les eaux souterraines,
pour des usages. Et donc, Malin Falkenmark, quand elle en parle dans ses travaux au début des années 90, c'est pour réinscrire la question de l'agriculture pluviale, en fait, dans les débats. C'est pour dire les questions d'usage de l'eau et de relation aux espaces, c'est pas que des questions d'eau bleue, c'est pas que des questions d'agriculture irriguée. D'ailleurs, regardez, hein, je vous invite à aller regarder le pourcentage de la SAU que représente l'agriculture irriguée dans le sud-ouest, même dans une région où on irrigue beaucoup. Voilà. Et donc, mais après, ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand même, elle fait pas l'objet d'une science réglementaire de la même manière que l'eau bleue. L'eau bleue, ben, vous avez la banque hydro, etc. L'eau verte, c'est quelque chose qui a été moins investi et qui est effectivement moins bien connu, et parce que au fond on a eu une structuration de la gestion de l'eau, c'est ce que disait Narcy, qui est fluxiale et qui est plutôt soumise à la gestion des territoires. Donc, du coup, voilà. Merci. Je voulais peut-être revenir aussi sur la notion de communauté de différentes disciplines aussi. Ça, c'est vachement important en fait pour comprendre en fait comment on obtient toutes ces connaissances. Sur la colonne de droite, là, les graphiques de la colonne de droite, en fait, ils sont issus d'une quantité de disciplines assez impressionnante, et je vais vous en parler. Mais ce que je voulais d'abord vous dire, c'est que ces débits en mètres cubes par seconde, donc ces projections de débit de la Garonne en futur, c'est s'il n'y avait pas du tout d'usage de l'eau sur la Garonne. Donc c'est uniquement des projections de ressources en eau en imaginant que l'homme n'y est pas. Donc ça veut dire que ce que je vous ai présenté avant, là, ça, on ne le prend pas en compte dans nos modèles. Parce que pour le moment, c'est trop compliqué à faire. Donc ce qu'on fait tout d'abord, c'est qu'on regarde juste la sensibilité du système naturel au changement juste climatique. Et là, on travaille en ce moment sur essayer de prendre en compte tous les changements possibles, et notamment les changements d'usage de l'eau. Est-ce qu'il va y avoir une augmentation des prélèvements, une gestion différente des barrages, etc. Donc voilà où on en est en fait en termes de connaissances, hein, de la communauté scientifique. Mais déjà rien que pour arriver à ça, en fait, pour se projeter en projection de la ressource naturelle disponible sur un territoire, en fait, on part de plein de choses. En fait, on part de socio-économistes qui travaillent à l'échelle globale et qui élaborent des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Déjà, ces scénarios d'émissions de gaz à effet de serre sont pris par des modélisateurs du climat et transforment ces scénarios d'émissions de gaz à effet de serre en température, précipitation sur l'ensemble du globe jusqu'en 2100. Nous, on prend ça, on augmente la résolution spatiale pour faire un focus sur la France. Donc ça, c'est plutôt des climatologues, mais au niveau national, en fait. Et puis ensuite, il y a des hydrologues, à l'échelle nationale aussi, qui transforment ces projections climatiques en projections hydrologiques. Donc voilà, donc là, ça c'est un peu un résumé, en fait, déjà rien que ça, c'est un résumé de toute la communauté de chercheurs en climatologie et hydrologie nationale. Et donc il y a à la source de ces graphes, en fait, il y a tous les organismes de recherche, plus des organismes privés qui travaillent sur la climatologie et l'hydrologie à l'échelle nationale. Donc c'est vraiment une grosse machine, hein. Il y a quelqu'un qui a écrit un bouquin qui s'appelle Vast Machine, pour dire que c'était compliqué de représenter l'ensemble du système Terre. Et là, nous, on se situe même à l'aval de cette vaste machine. Tu voulais ajouter quelque chose, Sarah? Ouais, je trouve que merci, parce que je trouve que dans ce que tu dis, on voit bien. Je pense que c'est difficile, ou peut-être même vain, avec les questions d'eau, de raisonner en termes de priorité absolue, parce qu'on voit que l'eau, elle fait l'objet d'interdépendances matérielles et sociales qui sont multiples. C'est-à-dire que l'eau, c'est à la fois un milieu, elle est nécessaire pour tout un tas d'activités économiques, elle est quand même cruciale pour aussi des questions d'hygiène et de santé des populations. Alors,
c'est pour ça que moi j'aimais bien aussi ton camion du début, c'est que c'est un camion de pompiers. Et je pense que sans eau, on aurait quand même du mal à éteindre des incendies. Donc voilà, si on commence à raisonner en termes de priorité absolue, on voit bien que très vite on est dans l'impasse. Et que donc du coup, c'est là où en fait il y a tout un enjeu de structuration des débats. Et avec je trouve, la complexité dont tu rendais très bien compte, Jean-Philippe, hein, c'est que derrière, en fait, c'est des savoirs multiples. Et d'ailleurs, dans notre département scientifique, ben voilà, il y a des écologues, il y a des hydrologues, il y a différentes sciences humaines et sociales, il y a des hydrauliciens aussi qui voilà. Et peut-être sur les limites, si je peux encore, après on m'arrête. Voilà, c'est que bon, ces affaires de limites, évidemment, sont hyper débattues, controversées, parce que quelque part, on va retrouver dans les débats sur les limites les débats qu'il y a eu autour de l'anthropocène. Et dont se sont saisis aussi les sciences sociales, c'est-à-dire, attendez, anthropo, toute l'humanité, là, de manière indifférenciée, vous êtes vraiment sûr? Alors, est-ce que c'est pas plutôt un capitalocène, un thanatocène, c'est-à-dire, en fait, aussi des économies de guerre qui ont fait un certain nombre de choses, voire un plantatiocène, c'est-à-dire des économies esclavagistes, etc. Donc, du coup, il y a des tas de débats là-dessus. Et donc, la notion des limites, aussi, elle amène à la fois, je pense, des débats un peu internes aux disciplines, hein, qui modélisent, parce qu'en disant « Ah, mais aujourd'hui, est-ce que vraiment c'est très robuste, ces modèles qu'on peut utiliser à l'échelle globale pour quantifier justement l'eau bleue et l'eau verte, qui n'a pas été hyper investie jusqu'à maintenant, donc forcément elle est quand même moins équipée, etc. » Et d'ailleurs, parce qu'on pense toujours à Röckström, je sais quand même on va le dire, il y a dans les auteurs Malin Falkenmark aussi, qui doit être une très très vieille dame en plus. Mais au-delà de ça, je pense que la promotion ou la critique des notions de limite, de leur intangibilité, de la question du seuil du basculement, est-ce que c'est à plus 2, moins 4, ou l'effondrement outrepassé, où on passe de l'être, je pense qu'il y a quand même des risques des fois que ça tende à être deux modes de réflexion symétriques qui alimentent parfois un bruit médiatique qui me semble, enfin, si je peux, un peu stérile. Alors, en fait, je pense que ce qui est plutôt intéressant, c'est de dire comment ces questions et ces notions de bascule, elles fragilisent des modes qu'on a de représenter l'histoire, le présent, etc. Et je pense que c'est plutôt en ça qu'elles sont heuristiques de la même manière que quand même les limites à la croissance de Meadows aussi, dans les années 70, ça a amené quand même à se poser la question différemment et la question quand même de limites. Et ça, je pense que c'est un vrai défi pour nos sociétés, à la fois avec des enjeux d'inégalité sociale et environnementale, parce que voilà, on n'est pas tous égaux sur ces questions-là, mais aussi parce qu'il y a quand même des dimensions culturelles où en fait on s'est construit depuis un moment sur l'idée que l'émancipation, ça passait par en fait, voilà, aussi un accès illimité à des biens et services. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, on va ouvrir à la salle les questions. Donc, ce que je vous propose, c'est là, on va prendre 2-3 questions et puis on va les grouper, puis des réponses ensuite. Voilà. Donc, on n'a pas beaucoup de micros, donc je vais courir un petit peu. Vous pouvez en garder un, vous avez le droit. Voilà. Donc, qui veut poser une question? Et puis, il y a des questions écrites ici sur lesquelles qu'on dira tout à l'heure aussi, au fil de l'eau. Oui, pardon. Bonjour, donc moi j'ai une question, je pense plutôt pour Madame Fernandez, mais peut-être que vous pourrez être deux à y répondre. Alors je ne fais pas de sciences dures, mais je fais de la recherche en droit. Et j'ai trouvé au début, alors à la fin plutôt, vous nous avez parlé d'indicateurs pour diriger l'action publique. Et ces indicateurs, comme vous l'avez expliqué, seraient des objets frontières qui demandent donc un dialogue entre à la fois des données sociales, scientifiques. Au début, vous nous avez aussi dit que dans les indicateurs comme les seuils de zonage et dans le cycle de l'eau qui expliquait ces indicateurs, il y avait une place secondaire qui était donnée aux végétaux. Bref, ma question c'est est-ce que vous avez des exemples d'indicateurs qui ont été utilisés par l'action publique et qui ont fait l'objet d'une réévaluation en prenant en compte d'autres données, et cette prise en compte de nouvelles données aurait pu orienter une action publique plus efficace. Parce que j'ai du mal parfois à trouver des exemples concrets. Souvent on nous dit le seuil c'est pas toujours très opérationnel, ou ça l'est, mais il faut prendre en compte des dimensions autres que purement scientifiques.
Mais est-ce que vous avez un exemple concret d'indicateur je ne sais pas si vous avez... Ouais. Yes. Merci. Oui, moi je me demandais, merci d'avoir parlé d'intervention, c'était très intéressant. Je me demandais tout de même s'il n'y a pas une espèce de biais cognitif dans le fait de parler de l'eau en termes, avec ce langage qu'on a beaucoup utilisé, ressources, gestion, etc. Un langage qui fait appel à la possession, comme si c'était un milieu en fait qui nous appartenait et qu'on devait en tant que tel gérer au mieux, du mieux possible. Et de ce fait-là, je ne sais pas, parce qu'on est constitué de 80% d'eau, enfin, on fait partie de l'eau autant qu'elle fait partie de nous, et qu'on est dans le même milieu vivant. C'est un milieu de vie, c'est un milieu vivant, et c'est constitutif de la vie sur Terre. Donc, à partir de là, je pense qu'il faudrait peut-être plus globalement appréhender, ça a été dit d'une manière plus ou moins en filigrane, mais je me demande si dans les recherches elles-mêmes, il ne faudrait pas cesser d'utiliser le langage de la possession pour parler de ça. Parce que par exemple, quand on voit que ce milieu devient de moins en moins un milieu vivant et un milieu de vie, ce n'est pas simplement une question d'usage, c'est une question aussi nettement, enfin, comment dire, plus cruciale en termes d'avenir. Merci. Très bien. Oui. Bon, alors, je ne sais pas si j'ai vraiment trouvé un indicateur efficace. Après, moi, je ne me pose pas nécessairement les questions en termes d'efficacité ou d'inefficacité, mais pour autant, la question de la performance environnementale des dispositifs, on la travaille, bien évidemment. Alors, moi, ce que j'aurais envie de répondre à ça, c'est... bon. D'un point de vue analytique, les cas moi, que j'ai étudiés, c'était plutôt pour rendre compte du fait que voilà, ces indicateurs, à des moments, c'est des conventions. Donc, quelque part, voilà, c'est que ça convient de manière très située à tout un tas d'acteurs pour tout un tas de raisons. Et donc, du coup, évidemment, la contrepartie, c'est que c'est pas immuable. Après, ceci dit, par rapport à votre question de juriste, c'est qu'il y a un certain nombre de seuils qui se retrouvent inscrits dans le droit. Et qui permettent aussi, quand même, justement, à la police de l'eau, ou voir dans le cadre, parce que là je parle de police de l'eau, donc c'est plutôt l'État dans sa version réglementaire, mais il y a aussi l'État judiciaire d'ailleurs, et donc du coup des procès dans lesquels on peut attaquer un gestionnaire parce qu'il n'a pas respecté les débits minimums, etc. Donc du coup, ça change les choses. Alors voilà, donc du coup, moi c'est ça que j'aurais plutôt envie de vous dire, c'est qu'il y a des seuils qui sont inscrits dans le droit, et ça je pense que c'est quand même important, même si c'est des QMNA 5, et pour le coup des QMNA 5, c'est des débits minimum, alors c'est quoi, mensuel, parce qu'alors en plus, il y a l'histoire, c'était même pas des VCN, parce qu'au départ c'était mensuel sur des mois calendaires, et après, évidemment, les hydrologues, ils ont essayé de lui dire, en fait, les mois calendaires, ça ne dit pas. Donc maintenant, on parle de VCN, et en tout cas, voilà, aussi, c'était ce qui était disponible, ce qu'on avait investi, et qui a quand même permis aussi, à un moment donné, d'avoir des limites, justement. Tiens, voilà, au-delà des limites planétaires, là aussi, un peu, de dire, en fonction de ça, on va essayer quand même d'articuler tout un tas de droits, de devoirs, d'interdictions, etc. Donc voilà, donc moi, c'est pas pour dire que... Après, ce sur quoi on travaille dans la recherche, mais c'est aussi exploratoire, c'est justement avec des collègues, parce que c'est quand même toujours la recherche aussi un travail collectif à Strasbourg, c'est justement avec ce qu'on appelle ces hydrologues de proximité, comment ils travaillent aujourd'hui avec ces seuils sur lesquels il n'y a plus forcément de base historique sur lesquelles ils peuvent s'appuyer, etc. Et comment ça bouge. Après, c'est intéressant d'avoir une juriste, j'arrête, parce que je me suis retrouvée le 26 janvier devant justement des magistrats dans un colloque, un public auquel je n'étais pas du tout habituée, et parce que les juristes se posent quand même beaucoup ces questions aussi, parce qu'il y a une judiciarisation croissante des atteintes à l'environnement. Or, le droit de l'environnement, d'ailleurs le droit de la santé, enfin vous me corrigez si
c'est aussi un droit qui a besoin des autres expertises pour pouvoir qualifier l'atteinte à l'environnement. Et donc du coup, là, il y a toute une réflexion sur la validité aussi du modèle de l'expertise dans les procès. C'est que nous, par exemple, en droit pénal de l'environnement, on définit l'atteinte abstraitement en fonction d'un seuil. Et à partir du moment où ce seuil est dépassé, on va dire qu'il y a une atteinte. Mais ça se trouve, il va être dépassé et il n'y aura pas d'atteinte. Ou on va dire à partir du dépassement de ce seuil, il y a une atteinte, mais s'il y a une autorisation administrative, et du coup on s'interroge, notamment pour les infractions, quelle place, quelle valeur a ce seuil dans l'infraction? Est-ce qu'il traduit une atteinte ou est-ce qu'il est finalement une convention administrative? Eh bien, il est les deux, et d'ailleurs ça, les historiens de l'environnement, décidément, les historiens de l'environnement l'ont bien montré, hein, les travaux de Fressos par exemple sur la question de l'origine des installations classées, en fait, ou même d'Alice Ingold en fait, sur les questions d'eau, qui montrent bien en fait, comment se joue au XIXe siècle en repartage quelque part les pouvoirs d'intervention entre l'État réglementaire et l'État judiciaire sur ces questions. Donc c'est vrai que la question de l'autorisation, elle fait que du coup, elle sécurise quand même beaucoup l'activité économique avant de chercher vraiment à la contraindre. Avant de répondre à la question sémantique, on commence à lâcher des gros noms là. On va parler de Bruno Latour qui a montré dans son enquête sur notre existence que la vérité scientifique n'était pas la même que la vérité judiciaire, ou juridique plutôt. Et qu'il y en avait d'autres. Donc voilà, les systèmes de véridiction sont différents et c'est pas facile à concilier les deux. Mais oui, c'est des vraies questions et je pense qu'il faut travailler là-dessus. Mais moi, j'ai pas de prescription là-dessus. Pour en revenir à la sémantique de la ressource en eau, on revient de loin, parce que pendant longtemps, les hydrologues, déjà, vous ne voulez pas voir que le monde n'était pas naturel. C'était trop compliqué, donc ils ne voulaient pas le voir. J'essaye déjà d'arrêter de parler de besoins pour les usages anthropiques, plutôt parler de demandes. Voilà. Déjà, ça voilà, il y a les besoins des milieux aquatiques et puis il y a des demandes pour de l'eau potable, qui sont peut-être des besoins quand même, mais surtout il y a des demandes pour l'irrigation, il y a des demandes pour l'énergie, il y a des demandes pour la navigation, et c'est que des demandes, c'est pas des besoins, c'est pas vital quoi. Et alors par contre pour le mot en lui-même ressources en eau, j'ai cherché et j'ai pas trouvé d'équivalent pour dire l'eau qu'il y aurait s'il n'y avait pas les hommes. Donc je suis preneur de tout vocabulaire là-dessus, je serais enchanté de le reprendre pour enlever effectivement cette impression de ressources et donc du coup cet anthropocentrisme en fait de ce qu'il y a comme eau. Voilà. Donc si vous avez des idées, je suis preneur. Moi, je pense qu'on peut imaginer une diversité d'attachements très humains à l'eau qui ne se réduisent pas à la question de ressources, en fait, aussi. Tu vois, mais après, c'est sûr que ça a énormément cadré les représentations et du coup, renvoyer à l'ignorance tout un tas d'autres rapports à l'eau et que là, je pense que les enjeux de pluraliser, en particulier dans les exercices de prospective, de manière de concevoir l'eau et ses futurs, et dans nos relations à elle, au pluriel, il y aurait ces questions-là. Et justement, c'est aussi la question de besoin, demande. Alors évidemment, dès qu'on parle de besoin, ben oui, on essentialise. Donc du coup, là, tout débat devient fermé. Et c'est sûr que bon, à la limite, les plantes, je sais pas ce qu'elles demandent, en fait, parce qu'elles ont besoin, mais surtout, ce qui est intéressant, en fait, avec par exemple, les exercices, bon, c'est parce que c'est ceux avec lesquels je suis familier, hein, mais c'est pas... Il y a des tas de méthodes et d'approches qui sont tout aussi valables et heuristiques. Ce qui est intéressant, c'est toujours de se poser la question aussi de savoir quelles demandes on considère comme endogènes ou exogènes. C'est-à-dire sur quelles demandes en fait on considère qu'on a une prise d'action et à quelles demandes on considère qu'on doit au contraire s'ajuster et quelque part qui fait l'objet d'un effet de cadrage et qu'on ne débat pas. Alors,
On va prendre la suite des questions. Alors, d'abord, on va prendre un commentaire qui est dans le fond de la salle par rapport à cette histoire d'indicateur. Et après, je dirai quelques questions qui n'étaient pas vues par exemple. Oui, bonjour, je suis psychologue aussi. Par rapport au DOE, donc effectivement, vous demandiez si ça pouvait être un indicateur par rapport au juridique. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le DOE, il nous sert à la fois d'indicateur par rapport à la directive cadre sur l'eau, indicateur bon état des eaux, et il a permis en Haute-Garonne de dimensionner la politique de gestion, et donc notamment d'aller approcher EDF et de savoir combien de volume on pouvait avoir justement pour pouvoir essayer de viser cet objectif en été par la compensation des prélèvements agricoles qui ont impacté les débits naturels ou lorsqu'on a un étiage un petit peu plus sévère que la normale. Du coup, le DOE est un objectif de gestion et on y associe une obligation de moyens et pas forcément de résultats, à distinguer de certains débits qui vont vraiment avoir une portée réglementaire qui du coup auront une existence et où là, en tant que seuil, on pourra vraiment dire le gestionnaire a respecté. Donc cette discussion, ça a posé pas mal de discussions au sein des acteurs du monde de l'eau. Et du coup, je pense que c'est une vraie question qu'on peut se poser en termes de réflexion sur l'évolution des DOE. Donc on a bien une baisse entre les DMA et certains DOE, mais aujourd'hui les DOE n'ont pas baissé depuis qu'ils sont existés en 1996. Il y a eu des études qui ont tenté de réviser ou non certains DOE qui avaient posé question, avec notamment dans la méthodologie la prise en compte de la caractéristique du milieu aquatique et du débit biologique, qui en fait essaye de caractériser le débit nécessaire pour assurer la bonne vie de tout le milieu aquatique. Et on s'est rendu compte que ces débits biologiques-là sont parfois supérieurs aux débits statistiquement constatés dans les cours d'eau. Ce qui pose du coup la question de le DOE reste-t-il un indicateur atteignable? Et donc dans les réflexions, je pense qu'il faut se poser, et notamment entre la communauté scientifique et les acteurs du monde de l'eau, et aussi les services de l'État, c'est le rôle d'un indicateur en tant qu'observation historique, comment on s'éloigne de ce qu'on a connu, de ce que nos milieux ont connu, et la valeur en tant qu'objectif de gestion, ce qu'on peut raisonnablement faire dans la réalité de notre quotidien, où on va avoir des sécheresses marquées et des usages qu'on va plus ou moins pouvoir réguler sur voilà. Merci. Du coup, je vais enchaîner sur des questions qui sont un peu sur ce thème un petit peu. Je vais essayer d'en regrouper trois. Première question, demandez si vous pouviez parler des plus grandes sécheresses historiques connues et ce qu'elles peuvent nous faire entrevoir pour le futur en termes d'impact sur les populations. Ça a été un peu évoqué, mais revenir là-dessus, ça pourrait être intéressant. Et connecter avec ça, plus par rapport à l'agriculture, est-ce qu'on a des éléments chiffrés sur ce que signifierait une réelle transition vers un nouveau modèle d'agriculture paysanne de petites unités? Et pour finir, les agriculteurs souhaitent des retenues d'eau locales. Qu'en est-il des études scientifiques autour des changements de type de culture avec le changement climatique à venir? Je vais répondre à la première, ça non. Sur les plus grandes sécheresses connues. Alors, déjà, il y a sécheresse et sécheresse. Donc, classiquement, scientifiquement, on définit trois types de sécheresse. La sécheresse météorologique, c'est en gros inclément et d'habitude. La sécheresse édaphique ou agricole, mais je préfère édaphique, c'est qu'il y a le sol est plus sec que d'habitude. Et puis la sécheresse hydrologique, c'est qu'il y a moins d'eau qui coule que d'habitude. Voilà, pour poser juste là. Donc déjà en termes d'indicateurs, c'est pas les mêmes indicateurs qu'on regarde. Moi je m'intéresse plus aux sécheresses hydrologiques, donc alors la quantité d'eau qui coule dans les rivières. Donc je peux vous parler de ces sécheresses hydrologiques là, qu'on appelle aussi du coup des étiages extrêmes, donc des basses d'eau, mais qui sont vraiment très basses, beaucoup plus basses que d'habitude. Il y a eu plusieurs exemples. En fait, on a fait des travaux de reconstitution de ces étiages sévères depuis 1871 en France. Donc on a pas mal d'exemples de sécheresse hydrologique historique. Et donc c'est assez intéressant parce qu'en fait elles sont vraiment très différentes en termes de saisonnalité, en termes d'endroits de la France qui ont été les plus touchés.
Donc ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire que la sécheresse la plus sévère historiquement n'est pas la même dans le nord de la France ou dans le sud de la France, ou dans le nord-est ou dans le sud-ouest. Donc ça c'est intéressant. Et au-delà de ça, en fait, on a deux exemples de sécheresse hydrologique, donc d'étiage extrême, qui ont touché l'ensemble du territoire français. C'est pas 1976, c'est 1949 et 2022. Et alors, c'est assez intéressant parce que c'est des années en fait qui s'inscrivent dans des séries d'années qui sont plus sèches que les années qui les entourent. Donc les années 40 étaient, donc après-guerre, étaient vraiment très très sèches. Et 49 s'inscrit dans cette décennie très sèche. Et puis 2023, là, elle s'inscrit dans le cadre du réchauffement en fait, qu'on a en France comme ailleurs, où on voit en fait, si on regarde la superficie moyenne touchée par la sécheresse chaque année, qui augmente vraiment très régulièrement. Donc, dans les 10 dernières années, en fait, ça augmente régulièrement, sauf l'année 2021 qui était exceptionnellement humide. Et voilà, et 2022 s'inscrit dans cette logique-là, et qui a été suivie de 2023, qui était un peu moins pire. Et on ne sait pas ce que va nous attendre en 2024, mais avec je ne sais pas si vous avez vu les courbes de réchauffement des océans, qui actuellement, c'est hallucinant en fait. On sort dans tout ce qu'on a connu, quoi. Donc voilà. Et je ne vais pas m'aventurer sur les autres questions. Je suis désolé. Bon, alors. Ouais, merci pour ces précisions sur les DOE. Effectivement, en fait, ce qui se passe à partir des années 2000 et qui est intéressant, c'est que d'objectifs de débit qui sont définis dans le stage, donc dans un schéma qui est adopté par le comité de bassin, en fait, ces indicateurs, donc, les DOE, mais aussi le DCR, en fait, qui est le débit de crise, vont se retrouver en fait, dans d'autres sphères de l'état réglementaire, en particulier au niveau des arrêtés sécheresse. Et donc, du coup, c'est bien au nom de ces indicateurs qu'on va ou non définir des arrêtés sécheresse. Sachant qu'aussi, il y a quand même beaucoup d'analyses qui montrent que ces arrêtés sécheresse, évidemment, ça fait l'objet quand même de négociations âpres, parce que ça a des conséquences assez importantes pour ceux qui vont se retrouver restreints, et que donc, du coup, tout ça c'est négocié. Et je trouve qu'il y a un exemple qui est intéressant là-dessus, c'est le cas de la Mi-12, qui est un affluent de l'Adour, où justement, au début des années 2000, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une succession d'années sèches, et où, en fait, le DOE et même le DCR, on y est proche très souvent. Et donc, du coup, les services de l'État se retrouvent à devoir faire des arrêtés sécheresse très fréquemment, avec toutes les tensions que ça amène avec la profession agricole. Et donc, du coup, là, il y a eu toute une réflexion pour dire, bon, mais au fond, ce DOE, comment il a été défini, et comme quelque part, les promesses de construction d'ouvrages, elles n'étaient pas très, solides dans la mesure, pas tant parce qu'il y avait beaucoup d'opposition dans ce bassin et dans ce territoire contre la construction d'ouvrages, mais plutôt parce que l'action publique, et en particulier celle qui finance ces ouvrages, l'institution Adour, elle avait d'autres priorités, en particulier le gabas, qui lui a été controversé. Et donc, ce qui se passe, c'est que, évidemment, il n'y a pas de promesse d'ouvrage, et il y a des arrêtés sécheresse. Et donc, du coup, là, il va y avoir tout un tas d'études. Et finalement, c'est plutôt au nom de la vie aquatique qu'on a baissé l'objectif de débit, dans ce cas particulier. Après, effectivement, je pense que ce qui est intéressant avec les méthodes typiquement micro-habitat, etc., c'est que ça amène d'autres considérations, en fait, justement par rapport à ce que disait monsieur tout à l'heure, c'est une manière quand même aussi de pluraliser
la question des rapports à l'eau en disant, ben oui, l'eau elle est quand même aussi importante parce que c'est un milieu qui va plus ou moins bien fonctionner en fonction d'un débit. Après, je pense que, et ça les écologues en parleraient mieux que moi, c'est que je pense qu'aussi il faut leur reconnaître aux écologues dans la manière dont ils regardent le vivant, que le débit, c'est pas forcément toujours la variable la plus importante pour qualifier l'état d'un écosystème. Et que, du coup, le cadrage par les débits, des fois, il peut ne pas être celui qui est le plus... Mais je suis tout à fait d'accord, et je trouve que c'est intéressant, parce qu'effectivement, ce DOE, on est dans quelque chose qui n'a pas atteint le statut, on va dire, juridique du débit loi pêche de 84, mais qui, pour autant, s'est retrouvé quand même pris dans cette action réglementaire de la gestion des sécheresses. Alors après, la question... je ne sais plus, il y avait une question de... Sur les sécheresses, ce qui, je pense, si vous me permettez, est intéressant, c'est qu'on voit bien que... Pardon. On objective, mais qu'après aussi, dans l'histoire, ce qui peut être intéressant, c'est de voir comment des sécheresses d'intensité équivalente ont pu être politisées et socialisées différemment. Et qu'en fait, certaines... sont jugées comme plus ou moins problématiques et surtout ne vont pas engager dans le même type d'action. C'est pour ça que je parlais, bon, c'est évidemment pas la plus très importante, mais celle de 76, il faut voir que ça a été, ils ont mis en place, le gouvernement a mis en place une taxe sur les impôts de l'ensemble des Français, parce que, peut-être qu'il y a même... Et ce qui est intéressant, c'est que là, on fait appel à une espèce à l'impôt, de manière très ponctuelle, mais pour autant, qui n'a pas remis en question les processus d'industrialisation, l'agriculture, par exemple, dans lesquels elle se retrouvait. Ah oui, et après, il y avait quand même la question, tu veux me dire ou pas? Parce qu'il y avait une question à laquelle on n'a pas répondu. Oui, il y avait sur la revue de substitution, il y avait des choses là-dessus, sur l'agriculture. Ouais, alors, ouais, donc je vais juste dire qu'est-ce qu'on fait dans mon labo là-dessus. Il y a plusieurs choses sur lesquelles on travaille. Et encore, je vais revenir à une limite de ce qu'on fait en projection. Je vous ai dit que c'était... on se projetait dans des débits qui étaient naturels, en fait. C'est juste l'aspect ressources, disponibilité en eau, enfin ce que vous voulez, mais sans les hommes. Et en plus, une des grosses hypothèses qu'on a derrière, c'est que ces modèles qui fonctionnent à occupation du sol constante. C'est-à-dire que les modèles ne prennent pas en compte de possibles évolutions de l'occupation du sol, et par exemple du changement de culture, on repose tout, on met du maïs partout, des choses comme ça. Pour le moment, on ne fait pas, mais on travaille dessus. Il y a une autre chose sur laquelle on travaille aussi, donc sur l'aspect quantité, physique, etc. Ce qui est mon domaine, c'est quel est l'impact déjà hydrologique des retenues de substitution. Comment est-ce que ça change les débits à l'amont, à l'aval, après, à droite, à gauche. Ça, c'est une vraie question, et il y a 4 thèses en ce moment là-dessus, à différentes échelles spatiales. Le problème, c'est qu'on a très peu de données sur comment elles fonctionnent, en fait, comment elles sont utilisées, en fait, par les agriculteurs. Donc ça demande déjà d'instrumenter les sites, de comprendre toute la diversité aussi des retenues de substitution, parce qu'il y a vraiment, d'un côté, il y a les méga-bassines qui puisent de l'eau dans la nappe, qui la gardent jusqu'à l'été, où ils peuvent s'affranchir justement des DOE. C'est bien le principe, en fait, c'est bien toute la question sociétale qui est derrière, c'est que du coup, on essaie de s'affranchir en fait des règles, des législations, en s'accaparant de l'eau, en fait. Je pense que c'est ça la plus grosse question que ça pose, c'est bien aussi. Mais au-delà de ça, il y a plein d'autres types de retenues de substitution qui sont implantés en versant, qui captent juste le ruissellement, par exemple. Il y en a d'autres qui puisent de l'eau en rivière. Il y en a d'autres qui sont connectés à la rivière. Enfin voilà, il y a une très grande diversité en fait de retenues. Et donc on essaie de comprendre ces choses-là. Et même dans mon labo, on va avoir une thèse qui va commencer à l'automne là-dessus sur un aspect plus un peu à large échelle. Donc pas essayer de comprendre chaque type de retenue de substitution, mais essayer de voir un peu, de faire justement des scénarios en fait où on utilise ces retenues d'une certaine manière ou d'une autre.
pour tel usage, enfin pour telle agriculture ou pour tel autre. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on investit, on va investir du temps parce qu'on sent bien qu'il y a des grosses questions qui se posent derrière, donc on est un peu à l'argument, mais on essaye pas. Oui, merci. Alors, vous savez que le terme aussi substitution est débattu, parce que substitution, ça suppose déjà que physiquement, il y ait une substitution entre un prélèvement avant, je sais pas, dans une nappe ou une rivière, et après l'usage de l'eau plutôt dans la retenue. Or, toute la question qui se pose aussi, c'est dans quelle mesure, en fait, il y a eu vraiment une substitution. Puis après, il y a des questions aussi physiques par rapport aux relations, la rivière, etc. Mais par rapport aux questions sur les... est-ce qu'il y a des recherches, en fait, sur des cultures qui permettraient un peu justement de venir équiper cette question de quels modèles agricoles alternatifs. Ça, il y a quand même, en particulier chez les collègues agronomes, il y a quand même beaucoup de travaux autour de la question de l'agroécologie, en particulier à Toulouse, sur finalement, voilà, qui va poser la question certes des cultures, mais là aussi je pense qu'il faut faire attention parce que ce débat en Haute-Garonne dans les années 2000 il a eu beaucoup lieu, c'est-à-dire de dire ah mais ce qu'il faut c'est remplacer le maïs par du sorgho parce que le sorgho c'est aussi une plante en C4 mais ça a une demande en eau qui est décalée dans le temps, une demande au sens agronomique et donc du coup qui pose moins de problèmes parce qu'elle a lieu à des moments où les débits ne sont pas au plus bas. Alors oui, mais après on voit bien que sur ces questions de changement plus profond, en fait, et pour une écologisation de l'agriculture, que ce soit sur les questions d'eau, mais aussi quand même sur les questions de bilan carbone et puis de pesticides, parce que ça n'a peut-être pas été trop redit, mais les questions de quantité, elles sont très liées à des enjeux évidemment de qualité en fait de l'eau, parce que les milieux sont plus ou moins sensibles, parce qu'il y a des usages à l'aval, il y a quand même, je pense que vous avez dû voir dans les médias tout le problème en fait des zones de captage pour la production d'eau potable qui doivent être fermées ou qui, quand on a voulu avec la nouvelle directive eau potable, en application de la nouvelle directive eau potable, abaisser un certain nombre de seuils par rapport à des pesticides, on s'est retrouvé quand même avec dans le Grand Est, il y avait quand même la moitié des zones de captage qui n'étaient plus, ne pouvaient plus être des zones de captage. Donc, je suppose, ils ont remonté bref. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, c'est des changements quand même plus systémiques et que du coup, au-delà de diaboliser une culture par rapport à une autre, c'est quand même des systèmes agraires, des systèmes de production qui sont plus ou moins durables. Et je pense que c'est ça qui est travaillé dans des questions agroécologiques. Et qu'après, évidemment, ça renvoie aussi à toute une économie agricole, on l'a bien vu ces derniers temps, dans les revendications, que en fait derrière il y a des questions de revenus, alors qui ont évidemment été happées par certaines représentations syndicales, je ne sais pas dans quelle mesure elles représentent vraiment les difficultés que connaissent un grand nombre d'agriculteurs, et que là-dessus l'environnement c'est la pinata. Mais il y a quand même une vraie question de quelle économie, et ça il y a aussi des travaux d'économistes là-dessus. Donc du coup, je pense que ça répond aussi à d'autres questions, d'autres modèles agricoles, et que pour ça, pour le coup, il faut investir dans la recherche, parce que quelque part, l'industrialisation de l'agriculture et l'agriculture telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est le produit de politiques publiques et d'énormément de recherche pendant de très nombreuses années. Donc si on veut aller dans d'autres directions, il faut mettre les moyens, et c'est sûr que ce n'est pas forcément encore le cas. Voilà. Merci beaucoup pour vos deux interventions. J'ai appris plein de choses. Je suis économiste, dans mon histoire. Et effectivement, l'histoire de ressources, débit aussi, pourquoi on privilégie les débits, parce que c'est mesurable. Vous l'avez dit d'ailleurs. C'est exactement toute la culture économique. C'est-à-dire, c'est la science de ce qui est mesurable.
Donc là, on y est complètement, et je réagis sur demande et besoin. C'est pas une question d'usage, c'est une question de vie ou de mort. Pour les humains, et pour les autres humains aussi d'ailleurs. Et donc, la demande précisément, c'est la conversion économique du besoin. Hein, la demande, c'est quand on est solvable, c'est un besoin solvable, la demande. Et là, on est dans l'empire vraiment de l'imaginaire économique. Mais ma question est autre, et elle est un peu complémentaire, mais elle vient d'arriver en fait. Ma question, il y a des expériences actuellement dans le monde, aux États-Unis, mais quelques-unes qui pointent en France, sur la réintroduction des castors par rapport justement au cycle de l'eau et à l'importance essentielle. Ils ont été exterminés quasiment, les castors, parce qu'ils étaient une espèce gênante dans toute cette rationalisation des rivières et rationalisation de l'eau. Et donc, il y a des expériences de réintroduction des castors. Je voudrais savoir si vous avez une idée, ce que vous en pensez, parce que j'ai vu un film sur une expérience de réintroduction des castors dans un endroit déshydraté de Californie, et en quelques années, c'est impressionnant quand même. La régénération des milieux est assez rapide. J'ai été assez estomaquée. C'est Adeline qui a parlé de castor, donc je me permets de poser la question. Alors là, on n'est plus dans simplement, et je voudrais dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire avec l'eau, qui peut-être peut nous sauver, c'est qu'elle échappe. Elle échappe. Elle échappe à la science, elle échappe aux indicateurs, et que peut-être c'est dans ces échappées-là que nous pourrons trouver peut-être des voies qui nous permettront d'hydrater de nouveau, de permettre la vie. Oui, merci pour ces interventions. Moi, je me posais la question de la place du citoyen dans les choix politiques qui sont pris sur toutes les questions de gestion de l'eau. Parce que les décisions qui sont prises à partir de règlements qui sont fixés par les États, des sages, après ensuite les autorisations préfectorales. Mais concernant par exemple l'élaboration des sages, théoriquement il y a des enquêtes publiques, mais elles ne sont pas suivies, il n'y a pas une volonté véritablement politique de la participation du citoyen. Je prends un exemple sur un sage par exemple, le commissaire enquêteur s'est rendu compte que sur près de la moitié des communes concernées, il n'y avait même pas d'affichage de l'enquête. Vous voyez, donc, et tout va là-dedans, on a l'impression qu'il n'y a pas une volonté vraiment de faire participer le citoyen dans ces choix-là. Donc il y aurait un tas de possibilités justement de faire des réunions publiques, de faire le cas échéant concernant par exemple les décisions prises par les collectivités territoriales, des référendums locaux. Je pense que s'il n'y a pas vraiment de participation du citoyen, on n'y arrivera pas. Merci. Alors je vais juste compléter la question de Geneviève sur les expérimentations nature-based ou pas. Il y a une question aussi, c'est qu'il était possible d'avoir un aperçu des expérimentations actuelles, par exemple à l'image de celle menée en Slovaquie sur la désalination des eaux de crue et le maintien prolongé dans le sol. Donc des expérimentations pour maintenir en fait une régénération des sols en même temps qu'une meilleure réalimentation des lacs. Voilà, ça faisait écho à cette restauration. Voilà. Donc du coup sur ces aspects d'infiltration de l'eau, parce que c'est bien ça dont il s'agit quand on parle de castor, en fait, c'est que ça permet de réinfiltrer de l'eau dans les sols, donc c'est des choses qui sont testées aussi à grande échelle, c'est d'ailleurs sur la Garande, hein, je sais pas d'essayer de garder de l'eau dans le sol, parce que c'est là où elle ne s'évapore pas déjà, et elle reste plus longtemps. Donc, voilà, ça c'est le grand principe. Après, moi, j'ai pas plus d'informations que ça sur est-ce que ça fonctionne vraiment. Effectivement, il y a pas mal d'expérimentations en cours. Donc voilà, moi, je pense que voilà, c'est une voie qui est à. Enfin,
ça me semble plus sensé que de stocker de l'eau en surface et de la laisser s'évaporer en fait. Mais voilà, c'était mon bon sens paysan du moment. Pour en revenir au castor et tout ce qui est nature-based solutions, donc les solutions fondées sur la nature, c'est très bien, sauf que s'il y a 2 fois moins d'eau qui tombe sur le bassin versant, ça ne va pas permettre de revenir à un état antérieur. Voilà, c'est juste qu'il ne faut pas non plus croire que ça va faire des miracles. Voilà, c'était juste le warning que je voudrais mettre en fait, là-dessus. Donc ça peut aider. Yes. Alors, si vous voulez bien, je vais revenir quand même sur demande et besoin, si je peux, et ensuite sur la question de la gestion des inondations, par exemple, typiquement avec des solutions voilà, fondées sur la nature, qu'on appelle aujourd'hui, mais avec les zones d'expansion de crues, et parce que pour le coup, l'action publique s'en est saisie, et donc, depuis les années 90 en France, justement pour discuter un peu des difficultés à mettre en œuvre ça, et ensuite il y avait la question de la participation. Donc, je vais essayer d'être rapide. Je pense que vous avez raison, en fait, c'est vrai que quand on parle de demande, ben, forcément on économise l'affaire. Mais de notre côté, en fait, ce qui est aussi problématique, moi à mon sens, c'est qu'on a essentialisé des besoins qui justement qui relevaient de choix économiques, c'est-à-dire qu'on doit dire le besoin en eau des cultures, ça dépend, vous voyez, en fait c'est ça. Et voilà, et donc du coup, c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'on voit bien que le rapport qu'on va avoir à un terme ou à un autre, ça dépend de l'état des débats et des arènes dans lesquelles, et la manière dont il est mobilisé par d'autres, etc., et comment on va se situer par rapport à ça. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, c'est-à-dire que voilà, le besoin agronomique, ou alors le besoin en eau pour, je sais pas, produire de l'électricité, évidemment, ça dépend quel type d'électricité on décide de produire, est-ce que c'est de l'électricité, est-ce que c'est du solaire, ça va avoir le même rapport à l'eau. En fait, c'était dans ce sens-là. Et que sur la question des besoins humains, là qui d'ailleurs même dans le droit, là pour le coup, sont considérés comme toujours prioritaires, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que quantitativement, c'est quand même pas, en tout cas, c'est pas ça qui est très significatif. D'ailleurs, c'est un peu ce que... Alors, Falkenmark, son indice, il est très très critiquable, à des tas de niveaux. Mais en fait, quelque part, l'ordre de grandeur, là, de dire c'est 800 et 200 pour les usages industriels et domestiques, là-dedans, c'est parce que les ordres de grandeur, c'est pas du tout les mêmes, en fait. Donc, du coup, c'est qu'aussi, quand on va dire... on va gérer les enjeux quantitatifs au nombre de besoins vitaux. Moi, je vous invite derrière à aller voir quels sont ces usages ou ces besoins ou ces demandes. Alors, sur la question des inondations, effectivement, ça revient beaucoup, en fait, cette idée, que ce soit sur les questions de pénurie ou de sécheresse, de dire, mais en fait, quand même, il y a des enjeux à favoriser la rétention d'eau dans les sols, en particulier même au niveau de certaines pratiques agricoles qui le permettraient davantage. Et puis aussi la question de la gestion de l'autre risque, qui est le risque d'inondation. Et alors ça, voilà, c'est relancé aujourd'hui autour des solutions fondées sur la nature, mais ce qu'il faut voir, c'est que dès les années 90, en fait, il y a, en France en particulier, mais aussi plus largement en Europe, quelque part une remise en question des digues, un peu dans leur caractère insubmersible, parce qu'en fait, elles ne sont pas vraiment, elles sont très coûteuses. Et justement, et ça, c'est aussi équiper cette critique de savoir écologique, de savoir hydrogéomorphologique, qui disent, mais au fond, il y a d'autres manières de gérer les inondations en favorisant des zones d'expansion de crues. Il y a des collègues en fait qui ont pas mal travaillé là-dessus, Gabriel Boulot et Johanna Guérin. Johanna, c'est le sujet de sa thèse, et elle montre comment en fait la mise en place sur le Rhône de ces zones d'expansion de crues, ça a été aussi très compliqué parce que ça rentre en contradiction avec un certain nombre de développements urbains, en fait, portés par certaines collectivités aussi, etc. Et donc, du coup, voilà. Et donc peut-être que ça permet de faire le lien avec la question aussi des citoyens, et ça, c'est une question aussi complexe. Il y a un collègue, politologue, Sylvain Barotte, qui a travaillé sur les élus de l'eau. Ils ne sont pas hyper nombreux, en fait. Enfin, c'est-à-dire aussi la question de l'engagement politique des élus sur les questions d'eau et sur les affaires même de sages, en fait, c'est voilà, ça dépend. On
évidemment pas généraliser, il y a des cas où il y a des investissements, et donc du coup, je pense que ça se traduit aussi dans la manière dont, après, ils vont mobiliser dans des approches plus ou moins participatives des citoyens. Après, c'est vrai que c'est pas... On pourrait aussi imaginer, et ça, il y a des collègues qui travaillent plus sur des questions justement d'expérimentation, mais là, moi, c'est moins quand même mon champ, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais on peut imaginer des approches participatives qui ne passent pas par la démocratie représentative non plus. Enfin, voilà. Donc ça, il y a des réflexions là-dessus. Mais après, ceci dit, quand même, pour relativiser, si vous me permettez, sur justement le projet Oracle là, qui était présenté, on s'était intéressé avec des collègues à l'activité réglementaire des commissions locales de l'eau. Parce que depuis la loi sur l'eau de 2006, au-delà de l'instrument de planification, ces instances, elles ont le pouvoir de produire du droit local avec les règlements. Et donc, du coup, on avait fait toute une analyse un peu quantitative pour dire, du coup, sur quoi ont porté ces règlements, beaucoup sur les zones humides d'ailleurs, et après une analyse plus qualitative pour comprendre en fait le processus d'écriture de la règle, en relation avec la police de l'eau, en relation avec des expertises juridiques, etc. Et donc là, on voyait en fait une très grande diversité dans la manière dont ces commissions locales de l'eau se sont saisies de ce nouveau pouvoir que leur conférait la loi sur l'eau de 2006. Et donc, en fait, effectivement, il y a des situations très, très diverses, vues en céphalogramme, donc là, sur ces questions réglementaires, à d'autres qui s'en sont saisies pour vraiment, justement, contre les questions d'impact cumulé. Sur les impacts cumulés, c'est ce qui peut se retrouver au niveau des seuils, mais où tu peux faire valoir qu'en fait, de manière cumulée, il y a quand même un risque, etc. Donc, il y avait des choses vraiment intéressantes en termes d'innovation, je sais pas, sociale et politique locale. Voilà. Et puis après, ça permet de poser la question de est-ce qu'on donne un statut juridique à ces commissions locales de l'eau, justement qu'elles puissent avoir les moyens de suivre les règles qu'elles ont élaborées. Mais est-ce qu'elles le veulent? Ça. Y a-t-il d'autres questions? Non. Merci, donc c'était plutôt une remarque par rapport au lien entre droit, seuil et environnement, le savoir scientifique. Il y a un procès en cours qui est vraiment très très intéressant dessus, c'est le procès de l'Étang-Vert. Donc c'est le syndicat qui s'occupe de la qualité de l'eau de l'Étang-Vert avec des Marseille et les collectifs de pêcheurs qui ont porté plainte contre EDF pour des lâchers d'eau qui ont aggravé une crise d'anorexie. Et donc, je suis entraînée des dégâts irréversibles sur toute la biodiversité et la qualité de l'eau. Et c'est vraiment très très intéressant à suivre parce que c'est des scientifiques qui sont appelés à la barre en fait pour savoir à quel point est-ce qu'on peut quantifier l'impact de ce lâcher d'eau sur la dégradation de cet écosystème. Et donc, le but des pêcheurs, c'est d'avoir un dédommagement, mais le but du syndicat, c'est surtout d'avoir des mises en place de seuils. Et donc là, c'est des seuils qui n'existent pas, et c'est vraiment très très intéressant. Oui, bonjour. Juste une réflexion par rapport à la participation citoyenne. Moi, je travaille en bureau d'études dans la gestion de l'eau, donc je suis toutes ces questions depuis très longtemps. J'aimerais citer deux retours d'expérience assez récents. Le SAGENEST et Rivière de Gascogne qui est en cours d'élaboration. On a fait 2 réunions sur les changements climatiques. Il y avait Eric Soquet qui participait à ces 2 réunions. Il y a 350 personnes qui se sont déplacées. En 2 réunions, le soir, dont plus de 100 à Haro, il fallait y aller quand même, en haut des Pyrénées, pour entendre, partager, proposer des choses. Donc ça veut dire qu'il y a, je pense, quand même une appétence du public pour peu qu'on le stimule et qu'on lui ouvre des portes. Une question centrale, c'est celle de la participation des élèves, des collégiens, des lycéens, de ceux qui feront le monde de demain. Et là aussi, il faut aller les chercher parce que spontanément, ils n'y vont pas tout seuls. Après, qu'est-ce que ça produit? Parce que c'est aussi ce qui est intéressant quand vous êtes en charge de proposer une planification, parce que c'est de ça dont on parle. Il y a bien un moment quelqu'un qui doit dire bon, ben, le partage de l'eau, on pourrait l'imaginer comme ceci, comme cela. Il y a une deuxième expérience qui est intéressante, c'est celle du projet de territoire de la Garonne Amont, dans lequel il y a un tirage au sort de 30 citoyens, vraiment tirés au sort,
et qui ont participé pendant plusieurs week-ends, 4 week-ends consécutifs, ils ont été formés, et ils ont fait des propositions. C'était avant ce qui s'était fait sur le climat au niveau national, donc il y a une petite antériorité dans cette affaire. Et le retour d'expérience qu'on peut avoir, c'est qu'il n'y a pas eu d'invention de solutions magiques, nouvelles, différentes, mais que la valeur ajoutée, moi je pense qu'il était vraiment, enfin, que moi j'ai ressenti comme extrêmement importante, c'est que les citoyens ont proposé des hiérarchies. Et rien que ça, c'est un confort extraordinaire, parce que vous appuyez sur ces hiérarchies et ils vous disent, ben voilà, nous on pense qu'il faudrait commencer par, toutes les idées y passent, hein. Et parmi ces idées, il y avait la recharge des nappes souterraines, qui ont été mises en avant, donc c'était une idée qui avait été proposée, qui a été placée en avant de la construction du barrage, et qui aujourd'hui est effectivement en test, hein, vous le citiez tout à l'heure, donc à partir du canal de Saint-Martory, il y a des tests de recharge de la nappe pour alimenter passivement la Garonne pendant l'été. Donc c'était pour dire qu'il ne faut pas désespérer des enquêtes publiques qui effectivement n'apportent pratiquement rien jamais, qui coûtent très cher, et qu'en revanche, une politique qui va chercher les citoyens et qui leur fait des choses un peu comme vous faites ce soir, ben, je pense que ça peut marcher, il faut avoir confiance. Oui, bonsoir. C'était peut-être une question à laquelle vous avez déjà plus ou moins répondu, mais c'était pour... on travaille sur un travail en sociologie sur la gestion de l'eau, et du coup au niveau des méga-bassines par exemple, on se demandait quelle était la réponse des scientifiques qui est donnée par rapport à la pertinence justement de ce système-là, de méga-bassines, et quelle réponse vous donneriez par rapport aux différents scénarios qui peuvent être mis en place, par rapport à s'il n'y a pas ces méga-bassines-là, si on maintient ces bassines-là, ou si on fait l'adaptation justement de cette utilisation de méga-bassines. Du coup, ouais, sur la dernière question, interrogation, les méga-bassines, du coup, elles puisent de l'eau dans la nappe. D'accord ? Donc, pour comprendre en fait l'impact de la présence ou non de ces méga-bassines sur la nappe et sur la rivière qui est pas très loin, il faut comprendre comment fonctionne la nappe. Et ça, c'est un peu de l'eau invisible en fait, et c'est beaucoup moins facile à mesurer que le débit en rivière. On parlait de mesure tout à l'heure, parce que c'est très variable dans l'espace, et puis en fait, on sait pas trop, on sait pas vraiment jusqu'où ça descend, on sait pas vraiment quels sont les temps de réponse, etc. Et donc du coup, voilà, le spécialiste national de modélisation de tout ça, hein, c'est le BRGM. Il faut savoir que c'est vraiment très compliqué de faire des modèles hydrogéologiques qui représentent ce qui se passe vraiment dans la nappe. D'autant plus que ce qu'on peut mesurer, c'est-à-dire les niveaux de nappe, on a des mesures souvent dans des endroits forcément où on a besoin de l'eau de la nappe, là où il y a des pompages. Donc, un peu au contraire de l'hydrologie de surface, où on peut avoir des bassins versants qui sont faiblement anthropisés, on a très peu ce genre de mesures de référence en fait en hydrogéologie. Il y a une thèse qui a été soutenue récemment pour essayer de faire ce genre de carte que vous voyez sur la gauche, donc, qui porte sur des tendances sur des débits en rivière. C'est la même chose en fait sur des niveaux de nappe, et en fait on n'a pas assez de profondeur et on n'a pas assez de nombre de stations qui mesurent des endroits où la nappe n'est pas influencée. Voilà. Tout ça pour dire que c'est compliqué de modéliser le fonctionnement d'une nappe, surtout à l'échelle très locale, et c'est ça qui est important en fait pour voir l'impact en fait du méga-bassine. Sur le fonctionnement de la nappe et de la rivière qui est pas très loin forcément. Voilà, c'est pas pour dédouaner le BRGM qui a quand même eu des problèmes de communication avec ce genre d'études, mais la question qui leur a été posée, parce que c'est quand même, je voudrais rappeler que c'est un EPIC, donc un établissement public à caractère industriel et commercial, donc quand on lui pose une question, il va répondre pour juste avoir de quoi vivre en fait, et la question qu'on leur a posée n'était pas la bonne. Voilà, c'était mon avis personnel sur la question. Peut-être qu'il voulait dire quelque chose comme ça. Je
sais pas s'il y avait d'autres questions. Si, pour revenir sur l'aspect participatif, pour faire aussi des efforts participatifs sur la transition du monde de la recherche, on s'aperçoit qu'en fait, déjà, quand on a conscience des problèmes des autres, c'est déjà un premier pas. Et notamment en ce qui concerne la gestion de l'eau à l'échelle de bassins versants, quand on comprend la situation d'autres usagers que nous, c'est déjà un grand pas vers une gestion concertée. Donc, déjà, toutes ces réunions de concertation, d'échange, c'est déjà un grand pas. On en est loin. On arrive. Oui, juste sur pour la réflexion autour de Sainte-Soline, je suggère, elle y est là, la référence, c'est un petit article de collègues qui ont écrit qui perd, qui gagne. Enfin, c'est Olivier Barreto et Gabriel Boulot et c'est en ligne. Et je pense que ça permet aussi de poser un certain nombre de très bonnes questions du point de vue aussi des sciences sociales en fait autour de ces questions. C'est-à-dire typiquement quelle agriculture, et donc quelle agriculture c'est aussi quel âge des agriculteurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui se joue autour qui n'est pas débattu, en fait par exemple du départ à la retraite d'un grand nombre d'agriculteurs, et au fond qu'est-ce qu'on est en train de créer en fait, des agriculteurs de première zone avec des accès à l'eau, d'autres sans accès à l'eau et les autres pourront racheter plus facilement et vendre, je sais pas, enfin voilà. Il y a plein de questions sur la compréhension en fait, de l'agriculture, là en l'occurrence de ce territoire, mais c'est vrai pour tous les autres, qui mériteraient d'être posées. Et évidemment, dans une logique compréhensive, comme le disait aussi Jean-Philippe, hein, c'est-à-dire de ne pas être dans un mode accusatif, mais en tout cas, je pense que c'est important quand même d'élargir les questions qui sont posées. Bon, alors moi, évidemment, je ne peux pas trop vous répondre parce que ce n'est pas ma spécialité sur les questions hydrologiques, hydrogéologiques ou écologiques, mais elles sont aussi importantes, notamment sur le site. Et puis bon, le Berger Rouge, parce qu'il y a une question aussi d'échelle temporelle, ce qu'il avait considéré et qui renvoie à la question de l'expertise. Mais d'ailleurs, au procès vous avez eu autour de questions de Sainte-Soline, il y a des experts qui ont été sollicités, et même en sciences humaines et sociales, pour ces questions. Enfin, quand ils ont été... je suis fatiguée, je suis pas mal juriste. Quand ils ont été relâchés, en fait, quand ils ont été dédouanés des soulèvements de la Terre. Voilà. Non, justement. Donc voilà, on a remis aux questions, mais après il y a eu des. C'est pas il y a eu la question de la dissolution des soulèvements de la Terre sur laquelle la justice est revenue, mais il y a aussi qu'il y a eu des procès d'un certain nombre de militants. Et en fait, là, des experts sont aussi venus pour, quelque part, venir appuyer, c'est-à-dire que. Voilà, c'est-à-dire de dire en quoi, quelque part, l'opposition à ce type d'ouvrage pouvait aussi avoir un sens. Voilà. C'est la douloureuse tâche de clore le séminaire, même si les débats sont vraiment passionnants. Donc un grand merci à Jean-Philippe et à Sarah pour vos deux interventions vraiment très riches et ce dialogue interdisciplinaire. Merci à tous pour votre participation. Juste pour rappel, le prochain Sénécole, c'est le 5 mars sur droit et environnement, protéger les arbres, défendre la nature, quels outils juridiques. Et enfin, n'oubliez pas la feuille d'émargement. Et pardon, il y a des consignes. Il ne faut pas trop rôder dans les couloirs, il faut descendre assez vite. Et voilà, il faut enchaîner, ceux qui veulent nous aider à arracher les chaises, mais il faut faire des piles de 10.